Sébastien Moreau, bonjour. Nous sommes sur une chaîne YouTube qui s'appelle Improviews. On est là pour 1 heure, parler en général d'impro, mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Donc Sébastien Moreau, je suis vulgarisateur scientifique, donc conférencier, auteur. J'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Cervelle d'oiseau. Et je fais également de l'improvisation du coup à côté. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, c'est un Improviews un petit peu particulier parce que on s'est intéressé à un débat, à un sujet de fond. Les animaux improvisent-ils ? Faut que je réponde à ça. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on va appeler improviser déjà ? Est-ce qu'on considère que improviser, c'est j'utilise un nouveau comportement dans une situation connue, ou est-ce que j'utilise un ancien comportement dans une nouvelle situation ? En vrai, non, on improvise déjà en permanence. Je sors de chez moi, je suis en train d'improviser. Tout ce que je fais, je l'improvise presque tout le temps. Par conséquent, au niveau des animaux, on va avoir des choses très différentes. Par exemple, si je prends ce qui a été fait sur, évidemment, il faut que je me rappelle plus de l'espèce maintenant. Je me souviens plus de l'espèce dans l'immédiat. Les morues. Une expérience qui a été faite chez les morues. En gros, vous avez des poissons qui, pour qu'on les reconnaisse individuellement, ont une perle qui est greffée sur le dos, une perle de couleur. Et ils doivent tirer un petit bâton qui est au bout d'une ficelle pour faire tomber de la nourriture de l'autre côté de l'aquarium. Donc ça, les poissons savent très bien apprendre ce genre de truc, c'est pas un problème. Sauf qu'il s'avère qu'un poisson, 3 poissons en l'occurrence sur tous, se sont accrochés la perle dans le bâton. Ce qui fait qu'en paniquant, ils ont tiré le truc, ce qui a libéré de la nourriture, parce que c'était accroché dans le dos. Et on se rend compte qu'à la fin de l'expérience, 2-3 semaines plus tard, les poissons font ça volontairement. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dessous, ils vont accrocher la perle dans le bâton, puis tourner pour se libérer au passage, mais tirer en se libérant. Et l'avantage de ça, c'est que leur tête est déjà directement là où la nourriture va tomber. Et donc, ils sont beaucoup plus rapides à accéder à la nourriture que ceux qui tirent avec la bouche, parce qu'il faut qu'ils tirent avec la bouche, qu'ils lâchent et qu'ils y aillent. Ce qui fait que là, on a une innovation qui est apparue de manière relativement aléatoire, en fait. C'est une erreur qui a fini sur un nouveau comportement. Après, il y aura des trucs peut-être plus qui vont être liés à la capacité d'un individu à tester de nouvelles choses. Un cas qui est très connu, qui est aussi un cas de transmission culturelle pour le coup, c'est chez une troupe de macaques au Japon. Les chercheurs leur ont donné des patates douces. Et ils se sont aperçus qu'une jeune femelle, qui avait à peu près 1 an et demi à l'époque, Imo, elle prenait les patates et elle les lavait dans un cours d'eau douce qui était à côté, parce qu'il y avait du sable dessus, vu qu'ils vivent sur une île, et quand on donne les patates, il y a de bonnes probabilités qu'elles soient sales. Et Imo a commencé à nettoyer les patates. Et au fur et à mesure, ça s'est transmis dans le reste du groupe social. En général, d'abord la famille, d'abord les individus du même âge, et ensuite sur la famille. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est aperçu que quand on leur donnait des patates propres, plusieurs animaux allaient l'emmener dans l'eau salée, et ensuite ne les nettoyaient plus que dans l'eau salée. Et il y a un nouveau comportement qui est apparu, c'était de mettre dans l'eau salée, de croquer dedans, de remettre dans l'eau salée, de recroquer dedans. Et les chercheurs pensent qu'en fait, les animaux étaient en train d'assaisonner les patates, qu'ils étaient en train de les saler, quoi. Et ça s'est transmis dans toute la troupe, et maintenant toute cette troupe produit ce comportement. Parce que ça, c'est dans les années 50. Transition évidente. On parle du coup d'improviser pour un besoin. Et comment se passe la transmission ? Comment se passe le langage ? Comment se passe l'écoute ? Waouh, beaucoup de questions. Comment va se passer la transmission ? C'est pareil, tu as plein de façons différentes de le faire. C'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir ce qui est juste de l'émulation. Si quelqu'un s'intéresse à quelque chose, ça peut attirer l'attention de quelqu'un d'autre dessus. Ou tu peux vraiment avoir un apprentissage très net. Par exemple, sur cette troupe de macaques, les petits qui étaient accrochés à leur mère, au départ, c'est des singes qui n'allaient pas dans l'eau. Sauf que quand ils ont commencé à s'habituer à nettoyer les patates ou à les saler, les petits qui étaient avec leur mère, qui étaient accrochés au pelage, forcément, quand la mère rentrait dans l'eau, les petits s'habituaient tout de suite à l'eau. Donc, au fur et à mesure, tu avais une perte de la crainte à l'eau. Et donc, on avait des animaux qui, à la fin, allaient carrément se baigner volontairement. Donc, tu vas avoir des transmissions comme ça. Tu peux avoir des transmissions qui se font par apprentissage pur. Par exemple, les poussins qui naissent ne savent pas vraiment ce qui se mange et ce qui se mange pas. Et c'est la mère qui va leur apprendre ce qui se mange et ce qui se mange pas. Et elle utilise sa propre expérience pour savoir ce qui va se manger, ce qui va pas se manger. Donc tu vas avoir plein de trucs comme ça. Après, pour ce qui est de la transmission du langage, ça dépend énormément des espèces. Il faut vraiment réaliser que l'humain, c'est une espèce parmi plein d'autres espèces. Donc on a développé des capacités qui correspondent aux défis que nous, on a à relever, que ce soit environnementaux ou sociaux. Les autres animaux, c'est pareil. Donc ils n'auront pas forcément les mêmes besoins et le même type de communication. Après, tu vas en avoir où les sons vont être, on va dire,
relativement fixes à la naissance et qui peuvent se modifier selon les contextes. Tu en as où ça va être vraiment de l'apprentissage pur. Tu as des oiseaux, quand ils vont naître, ils vont pas trop connaître les champs, ils vont apprendre ceux des parents et après apporter des modifications. Mais tu prends par exemple chez les coqs ont un signal d'alarme quand il y a un prédateur aérien qui passe, mais en fait, c'est pas un truc qui est totalement instinctif et spontané. C'est quelque chose qui est dépendant du contexte. Ils vont faire attention s'il y a une poule à proximité ou pas, sinon on va pas se mettre en danger en faisant un cri qui alerte le prédateur. Et ils vont faire attention s'il y a un rival ou pas dans le coin, parce que là, au contraire, ça peut être intéressant de mettre le rival en danger. Ils vont faire attention si eux sont à couvert ou pas, aussi, parce que c'est plus sécurisant de faire un cri qui risque d'alerter le prédateur, mais pour alerter les congénères, si on peut se cacher rapidement. Donc, tu vas avoir plein de trucs sur le langage comme ça qui... Ouais, d'une espèce à l'autre, ça va toujours être très, très différent, quoi. Selon les habitats, en plus. Si tu vis en terrain ouvert ou si tu vis en terrain... Par exemple, les poules sont des animaux de jungle, et dans la jungle, ton champ de vision est vite obstrué, donc il vaut mieux communiquer oralement. Alors que quand tu as des animaux qui vivent en plaine, la plupart des ongulés, ce truc-là... Excuse-moi, je te coupe, les poules sont des animaux de jungle. Oui. Je vais faire une phrase de... Pardon, salut Sébastien. Alors j'ai l'habitude de voir des poules là où je vis et c'est pas la jungle. Est-ce que je fais une erreur de néophyte? Non, non, du tout. En fait, les poules à la base, le nom anglais c'est Red Jungle Fowl, c'est-à-dire la poule rouge de la jungle. C'est vraiment son nom, le nom de la souche sauvage. En fait, la poule domestique, c'est un des seuls animaux, on va dire domestiques, dont on est encore vraiment la souche sauvage vivante et aujourd'hui, et qui prolifère pas mal. C'est un animal qui vient de toute la zone de Chine, de l'est de la Chine, etc. Et à la base, ce sont vraiment des oiseaux qui vivent dans la jungle, purement. Et ensuite, effectivement, comme ils sont très adaptables, comme beaucoup d'espèces, et bien en fait, maintenant, elles vivent un peu partout sur le globe, parce que les humains les ont étalées un peu partout sur le globe. Mais à la base, c'est vraiment un animal de jungle. Et donc, comme à la base, c'est un animal de jungle qui a évolué pendant très longtemps dans des forêts, dans des buissons, dans des trucs comme ça, c'est des animaux qui communiquent plus facilement vocalement que visuellement. Parce que visuellement, souvent, ils vont être cachés derrière des buissons, cachés derrière des trucs comme ça. Alors que les animaux qui vivent en plaine, souvent, vont communiquer plus par la vision ou par l'odeur, des trucs comme ça, parce qu'ils peuvent voir de loin. Et j'ai envie de continuer sur cette partie langage, toujours les animaux improvisent-ils. Est-ce qu'il y a un langage entre les espèces? Faut définir langage. Disons que si on emploie le terme langage, en gros, en général, en étude du comportement animal, on n'emploie pas vraiment le terme langage, on emploie le terme de communication. Parce que le langage va vraiment englober des structures syntaxiques, etc. Et on en trouve, soyons clairs, il y a des animaux chez lesquels on retrouve des structures syntaxiques. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent communiquer entre espèces? On est bien d'accord que c'est ça la question. Alors oui, totalement. Déjà, on sait qu'il y a une communication qui peut se faire entre humains et d'autres espèces. Bon, déjà, on sait bien que même sans forcément parler, quand on parle à notre chien, on se rend bien compte qu'il y a on va dire des frontières qui peuvent se chevaucher un peu. On arrive à communiquer un peu avec. Il y a des études qui ont été faites en Norvège, si je dis pas d'erreur, sur des chevaux, où on a appris à des chevaux à appuyer sur des motifs bien particuliers quand ils voulaient qu'on leur mette une couverture, qu'on les laisse dans la situation dans laquelle ils étaient ou qu'on leur enlève une couverture. Et les chevaux pouvaient vraiment donner leur choix. Et on se rend compte que les chevaux les plus rustiques demandaient la couverture dans des conditions hivernales beaucoup plus fortes que celles des autres chevaux. Donc c'est vraiment leur propre subjectivité. Après, les autres animaux entre espèces, oui, carrément. On a des expériences qui sont fascinantes. On a montré que des poissons, des ménés à grosse tête en l'occurrence, quand elles vivaient dans des mares avec des épinoches, apprenaient les signaux d'alerte des épinoches. Et ça, tu le retrouves... Excuse-moi, c'est encore le néophyte qui parle. Qu'est-ce que c'est, épinoche? C'est un autre poisson. C'est un poisson, ok. Ouais, c'est un petit poisson. Et donc, elle apprend leurs signaux d'alarme, qui sont des signaux d'alarme chimiques par l'odeur. Mais tu as, par exemple, des animaux qui peuvent en appeler d'autres pour travailler ensemble. Encore une fois, chez les poissons, parce que c'est un des sujets que je connais le mieux. Les mérous, qui sont des très gros poissons, quand ils chassent des petits poissons qui se cachent dans les récifs, les mérous vont chercher des murènes, qui sont donc un poisson totalement différent, et ils ont développé une communication avec la murène, qui est complètement corporelle. Ils vont se mettre à faire des mouvements un peu grotesques du corps, ils vont la pousser un petit peu, et la murène peut accepter ou pas de les suivre, et ensuite ils vont pointer où est rentré le poisson, de manière à ce que la murène y aille. Et donc si c'est elle qui chope le poisson, c'est elle qui a gagné, et puis si le poisson s'enfuit, le mérou c'est un excellent nageur, donc il le chopera à la sortie, donc la proie elle a peu de chance. Et on a une communication entre espèces à ce moment-là. On parle souvent d'écoute en impro, d'écoute active, passive. Est-ce que je suis réellement en écoute? Est-ce qu'il y a un parallèle avec les animaux? Est-ce que parfois il y a des animaux qui n'écoutent pas ou qui écoutent, qui ont une hyper écoute? Je n'ai aucune idée de comment répondre à ça. En fait, techniquement,
il faut penser que nous, on vit dans des situations, en tant qu'occidentaux, etc., en train de faire du théâtre, ce genre de choses, dans des situations où notre mise en danger est extrêmement faible. Les autres animaux, ils vont avoir besoin d'être en permanence au taquet sur ce qui est en train de se passer parce que ils vont toujours être en situation, pas toujours, mais ils vont souvent être en situation soit de prédation, soit de famine, soit de... En fait, il y a, je vais pas dire une paranoïa, mais il est obligatoire que les autres animaux soient hyper attentifs à ce qui se passe autour. Après, c'est pareil, tu as des phénomènes d'attention. On sait que les autres animaux peuvent se laisser perturber par des informations qui vont attirer toute leur attention. Par exemple, tu prends un oiseau qui se fait poursuivre par un prédateur, par un autre oiseau, il va faire beaucoup moins gaffe. Combien de fois, on a vu, moi ça m'est déjà arrivé de voir une tourterelle se payer une fenêtre chez moi alors qu'elles le font jamais, parce qu'elle était en train de se faire poursuivre par un autre oiseau. Donc, alors que normalement c'est quelque chose, voilà, les tourterelles elles font très bien la différence, elles ne vont pas aller se taper une fenêtre. Donc tu vas avoir effectivement, ton attention va être de toute façon accaparée par ce qui importe le plus pour toi. Et ça, c'est une autre chose intéressante, c'est que selon les espèces et selon les individus dont on parle, c'est pas les mêmes choses qui vont être pertinentes. Et ça, c'est quelque chose en étude du comportement animal qui est compliqué à prendre en compte parce qu'il y a des moments où nous, humains, on va développer toute une expérience et tout en nous disant bah tiens, ça c'est pertinent. Donc si l'animal comprend bien ce que je lui demande, pour lui, ça va être pertinent. Mais peut-être qu'en fait, l'animal, il est en train de regarder autre chose à ce moment-là. Ou peut-être qu'il est en train de réfléchir à autre chose. Et plus on aura une espèce qui va être différente de nous, et plus c'est des choses différentes qui vont être intéressantes. Et ça, au niveau impro, c'est intéressant, justement. Parce que tu peux dire, tiens, si je me mettais un peu dans la peau, si j'étais tel animal, qu'est-ce qui serait pertinent pour moi à ce moment-là? Ça serait pas ce qui est pertinent pour moi en tant qu'humain. Un exemple tout simple, c'est des animaux qui ont des sens différents des nôtres. Par exemple, des poissons électriques. C'est-à-dire que eux vont prendre plein d'informations électriquement que nous, on perçoit pas. Donc nous, on pensera pas du tout qu'ils sont en train d'utiliser leur sens électrique pour faire quelque chose. Et ce qui va se passer nous passera complètement au-dessus de la tête, en fait. Tu as parlé vraiment là, juste rapidement, d'espèces plus éloignées de nous, plus proches que nous. Oui, on peut admettre qu'il y a des espèces plus proches de nous et des espèces plus éloignées, et ce seraient lesquelles? Quand j'emploie ce terme au niveau de l'évolution. Donc on a des espèces dont on a des ancêtres communs qui sont plus tôt, et d'autres, par exemple, on a divergé, les chimpanzés et nous avons divergé d'un ancêtre commun il y a moins longtemps que le saumon et nous. Voilà. C'est juste ça. Mais c'est pas... Alors, sous ta question, peut-être que j'extrapole, mais sous ta question, je sens cognitivement plus proche de nous. Ça n'a rien à voir en revanche. C'est vraiment... on va avoir des animaux... On ne sait pas exactement en détail qu'est-ce qui va construire des intelligences plus développées dans certains domaines ou dans d'autres domaines, mais manifestement, à partir du moment où tu dois répondre à des défis, ce que je disais tout à l'heure, des défis environnementaux ou sociaux, tu vas développer au fur et à mesure, enfin les animaux qui seront les plus aptes vont se reproduire, etc., etc. Et donc tu peux avoir des animaux qui ont des capacités cognitives extrêmement complexes, qui sont hyper éloignés évolutivement de nous. Alors on a des poissons, les labronettoyeurs, ils sont grands comme ça, la séparation évolutive, elle est bien bien loin. Sur certains tests bien particuliers, ils pulvérisent des grands singes. Ils vont faire beaucoup mieux sur un test précis que des chimpanzés, que des orang-outans et même que des enfants humains qui ont été testés dessus. Mais parce que, pour eux, cette tâche est pertinente. Dans leur environnement, ce truc-là est hyper important, alors qu'il l'est moins dans celui des chimpanzés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'étude, mais voilà, en gros, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Si on fait cet exemple, justement, un truc tout simple, c'est que nous, si on voulait avoir une récompense, par exemple, ça pourrait être une récompense financière. Souvent, dans les études en psychologie cognitive, on joue avec de l'argent. Les gens vont gagner de l'argent, vont en perdre, etc. Parce que pour nous, c'est quelque chose qui compte. La nourriture, ça peut compter aussi. Et souvent, sur les autres animaux, on fait un test où la récompense, ça va être de la nourriture. T'es en train de dire que sur les tests humains, l'enjeu important, c'est l'argent à chaque fois? Pas à chaque la plupart fois, du mais temps. Ouais, ça arrive. Ouais. Ok, enfin la manière la plus facile de créer un enjeu chez l'humain, c'est de proposer de l'argent? C'est souvent le cas. Je suis pas un spécialiste des études en psychocognitif chez l'humain, mais en tout cas, en général, quand je les vois passer, c'est souvent une des récompenses. Ouais. Et du coup, il y a des comités d'éthique et tout. Enfin bon, bref. Et il y a un truc, par exemple, chez le labre qui est hyper intéressant, c'est que le labronettoyeur, c'est un poisson qui se nourrit en mangeant les parasites sur les autres poissons. Donc il s'appelle nettoyeur parce qu'il nettoie les autres poissons, en fait. Et leur nourriture, c'est également un compagnon social. Donc ça veut dire que pour eux, la différence entre nourriture et relations sociales est beaucoup moins séparée que pour nous, parce que nous, on mange pas les autres humains, globalement. Ou en tout cas, on mange pas dessus, tu vois. Tu vois pas, j'ai des poux, bah attends, regarde, donne-moi ça. C'est des relations qu'on va pas avoir. Ce qui fait que ça change beaucoup de choses. Quand on fait des études, par exemple, on fait beaucoup de travaux sur les
la perception numérique chez des animaux. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et on se rend compte que chez certains poissons, si le résultat c'est de la nourriture, ou si le résultat c'est rejoindre des compagnons sociaux, en fait, il y en a un où ils vont être très bons pour évaluer les quantités, et un où ils vont être très mauvais. Parce que le contexte n'est pas le même, et que l'utilité pour eux n'est pas la même. Et il y a plein de trucs comme ça, et encore une fois, c'est des choses en impro où on peut se dire, peut-être que moi, ce truc-là va devenir capital pour moi, en revanche, le reste ne l'a pas. Et pour un humain, ça le serait. Mais peut-être que dans ce cadre-là, non. À ce moment-là, non, je suis un labo nettoyeur, ce truc-là ne compte pas. Est-ce que tu peux juste réexpliquer ce que tu viens de dire quand tu dis en impro, on pourrait... la dernière phrase que tu viens de dire. Par exemple, si... c'est une supposition, c'est vraiment une idée comme ça, mais si je rentrais sur scène en me disant, à partir de maintenant, je vais être un labo nettoyeur. C'est-à-dire que, en gros, ma survie alimentaire va tenir à la relation que j'ai avec les autres personnes sur scène. C'est-à-dire qu'en gros, si ma relation ne se passe pas bien, je vais mourir. Et on peut vraiment avoir un enjeu qui est très différent, c'est-à-dire de se dire, si je perds cette relation, je perds un client, je perds une source de nourriture. Je ne dois pas perdre la relation avec cette personne. Je ne peux perdre la relation avec le moins de monde possible. Il faut que tous les gens soient le plus proches, parce que les labres, faut imaginer qu'ils ont environ 2300 interactions par jour. Ils ont plus de 100 clients qu'ils connaissent individuellement. Enfin, c'est complètement dingue. La vie des labres nettoyeurs, c'est un des trucs les plus dingues qu'on connaisse dans le règne animal. Et pour eux, dès qu'un client va se fâcher contre eux, parce que des fois, ils mangent le mucus, qui est la couche protectrice, et les poissons aiment pas, les labres, ils vont essayer de réconcilier le truc. Ils vont leur faire des petits massages, par exemple. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de poissons, quand tu leur fais des massages, des contacts physiques, ça fait baisser le stress, comme chez nous. Et les labres utilisent ça. Quand tu prends des labres et que tu les mets dans un endroit où ils connaissent personne, ils vont aller nager et puis essayer de faire des massages à plein de poissons qui passent pour les récupérer comme clients. Et ça, c'est des trucs, si tu te dis en arrivant sur scène, ok, je suis un labre, ça peut faire un personnage qui est vraiment super particulier, mais qui peut être vraiment intéressant pour le coup. J'entends par là, on pourrait beaucoup se renseigner, s'informer du comportement animalier pour, par exemple, avoir une nouvelle liste d'archétypes. Complètement. Pour créer des personnages qui seraient à la fois presque originales et entre guillemets naturels, quoi. Complètement. Puis en plus, c'est important de bien se renseigner dessus parce que quand on joue des animaux, on va souvent jouer des gros clichés parce qu'on ne connaît pas leur mode de fonctionnement. Mais en fait, à partir du moment où on commence à connaître un peu leur société, leur fonctionnement, tout ça, tu peux vraiment le reprendre. C'est-à-dire que si je fonctionne dans une société d'abeilles, je vais raisonner de manière complètement différente de si je vis dans une société d'oiseaux jardiniers ou si je vis dans une société d'hyènes. Par exemple, l'abeille, elle va être constamment au taquet sur ce qui se passe dans la ruche, etc. Et pareil, souvent on emploie le terme de reine. Mais en même temps, la reine, elle est cloîtrée à l'intérieur à devoir faire des gosses. Est-ce que c'est vraiment génial pour elle? Je sais pas. Elle est peut-être bien dans une prison dorée aussi. J'en sais rien. Peut-être qu'elle se pose même pas la question. Peut-être qu'il y a même pas de conscience. Encore qu'on commence à avoir des indices sur le fait que probablement que si. Mais l'abeille, elle est vraiment en charge de tout en permanence et de faire attention à tout ce qui se passe. Enfin, c'est très compliqué une vie d'abeille. Mais c'est très collectif. Alors que, par exemple, des oiseaux jardiniers, les oiseaux jardiniers, c'est des oiseaux qui vont faire des berceaux pour faire des parades pour les femelles. Et donc, ils vont faire des berceaux qui peuvent avoir plein de formes. Vous en avez sûrement vu, ça fait soit des grandes huttes comme ça, soit ça fait des espèces de micados géants, soit ils font des couloirs avec des brindilles. Et en fait, ils construisent ça pour que la femelle puisse venir dedans et puisse regarder les parades qu'ils vont faire. Donc, ils vont faire des perspectives avec des cailloux. Ils vont mettre les cailloux les plus petits à l'avant et les plus gros à l'arrière. Ils vont peindre l'intérieur pour que ça soit joli et aussi que ça ait du goût puisque les femelles peuvent lécher ce truc-là, enfin peuvent goûter ce truc-là. Ils vont faire des danses, des mouvements. Et ça, c'est des sociétés en fait, et ça arrive chez pas mal de sociétés d'oiseaux, où c'est les femelles qui ont le contrôle de la reproduction. C'est-à-dire que la femelle va choisir le mâle, va accepter de se faire reproduire par le mâle, parce que chez la plupart des oiseaux, on n'a pas de pénétration au niveau de l'acte sexuel, parce que c'est avec des cloaques. Et donc, la coercition des mâles sur les femelles est très dure à mettre en place chez les oiseaux, chez beaucoup d'oiseaux. Par exemple, chez les canards, bon, on va peut-être pas entrer trop dans les trucs sexuels, on va laisser les canards de côté. Mais vas-y, finis. Disons que chez les canards, c'est l'inverse. T'as vraiment une bataille, tu vas le regretter, hein. Il y a vraiment une espèce de guerre sexuelle qui fait que les canards, les colverts, les mâles ont des espèces de pénis en tire-bouchon super longs parce que les femelles, contre les relations sexuelles forcées, ont développé des parties génitales qui sont super alambiquées, etc. Mais chez beaucoup d'oiseaux, ça n'existe pas, ça. Chez beaucoup d'oiseaux, en fait, il faut que les femelles acceptent les mâles pour qu'il se passe quelque chose. Et donc, chez beaucoup d'oiseaux, les femelles ont un contrôle total sur la reproduction et les mâles vont passer leur vie à se plier aux attentes des femelles.
Les mâles qui vont faire des berceaux, ils vont galérer hyper fort. Il faut plusieurs années avant qu'un mâle sache faire un beau berceau qui ait toute la bonne parade, etc. Donc, ils vont souvent se faire des trucs entre jeunes mâles. C'est-à-dire que genre, il y en a un qui va se mettre dedans pour faire la femelle, l'autre qui va faire devant lui, etc. Et c'est les femelles qui vont venir et dire, bah, lui j'accepte pas. Et il faut que les nids soient super beaux. Alors du coup, tu as des batailles entre mâles pour casser le nid de l'autre, etc. Et t'as ça, par exemple, chez les manakins, qui sont d'autres oiseaux. J'aimerais intervenir sur la notion de beauté. Oui. Est-ce qu'un animal peut trouver des choses belles ou juste il a pas comment il fait pour savoir si c'est beau ou pas? Ça veut dire qu'il y a une notion d'intuition, il y a une notion de ressenti, il y a une notion d'émotion. Comment on fait pour savoir que toi, tu trouves quelque chose de beau? En fait, une chose qui est très compliquée quand on étudie les autres animaux, c'est qu'on n'a pas accès à leur subjectivité. C'est comme chez nous. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe physiquement, ce que je fais, comment je bouge. Si j'achète un tableau qui coûte cher, peut-être que je l'aime. Peut-être aussi que je veux me la péter. Peut-être aussi que c'est juste pour étaler mon argent. On peut voir physiologiquement ce qui se passe. C'est-à-dire, par exemple, je vais libérer de la dopamine, ou si je stresse, mon taux de cortisol va monter en flamme. Mais ce que moi je ressens subjectivement, on n'en sait rien. C'est très dur. Maintenant, si on s'arrête une seconde, quand on fait des travaux, alors ils ont fait des études avec les pigeons, qui sont super intéressantes, où on apprend à des pigeons à catégoriser des dessins d'enfants qui sont soit beaux, soit moches. Et d'abord, on demande à des humains de les catégoriser. Donc les humains vont faire une catégorie, tous ces dessins-là sont beaux, tous ces dessins-là sont moches. Ensuite, on apprend aux pigeons sur un petit bloc d'éléments. C'est-à-dire, genre, je sais pas, il va y avoir 20 beaux et 20 moches. On va les entraîner avec 10 beaux et 10 moches. Donc, les pigeons vont catégoriser beau, moche, comme ça. Pour eux, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Ensuite, on leur présente des nouvelles images, celles qu'on leur avait pas présentées. Et on se rend compte que spontanément, ils les classent correctement, comme les humains. Ça veut dire que, à minima, les informations que les humains ont utilisées pour classer en beau et en moche étaient suffisamment objectives pour que le pigeon puisse les prendre en compte pour faire son évaluation. Est-ce que le pigeon perçoit le beau? Impossible de le savoir. Est-ce que ce sens signifie quelque chose pour lui? Impossible de le savoir. Maintenant, pour que des choses comme ça aient été conservées par l'évolution, on regarde qu'il y a plein de comportements qui sont bénéfiques pour nous, qui ont un système de récompense. C'est-à-dire que notre cerveau nous récompense quand par exemple, au niveau émotionnel, on aime bien résoudre des défis. Quasiment tous les humains sont comme ça, et en réalité, quasiment tous les autres animaux sont comme ça aussi. Et on voit que quand on arrive à résoudre un problème, notre cerveau va nous balancer des récompenses. On va avoir de la dopamine, etc. Ça, on le retrouve chez les chèvres, par exemple, ou chez les vaches, etc. On se rend compte que des chèvres qui apprennent à répondre à un quiz pour obtenir de l'eau, ou alors juste appuyer sur un bouton pour obtenir de l'eau, en général, elles préfèrent répondre au quiz. Elles préfèrent résoudre un challenge mental. Donc, toutes les choses qui sont importantes pour nous, qui sont positives pour nous, sont en général récompensées cérébralement par ce sentiment de est-ce que c'est beau, est-ce que j'aime, etc. Donc, quand on raisonne... Est-ce que tu peux juste faire une analogie avec un comédien sur scène? Ouais. Est-ce qu'un comédien qui joue et qui trouve ça beau, et qu'est-ce qui génère sa dopamine à lui? Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être le fait d'avoir réussi à faire quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Souvent, le plaisir va être lié au contrôle. C'est ça qui est un peu paradoxal avec l'impro, où souvent on a tendance à se dire, moins il y a de contrôle, mieux c'est. Et d'un autre côté, le besoin de contrôle est hyper important. Du coup, je laisse l'histoire que j'avais avant, mais pour revenir sur cette notion de contrôle, en fait, il existe plusieurs théories des émotions. Et il y a une des théories, qui est la théorie des évaluations, qui dit que les émotions sont déclenchées par des évaluations plus ou moins conscientes faites par l'individu. C'est-à-dire, est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que c'est familier ou pas familier? Est-ce que c'est soudain, pas soudain? Donc, beaucoup de ces évaluations vont être faites de manière inconsciente. C'est-à-dire que l'émotion va arriver, on ne sait pas exactement ce qui l'a provoqué. Mais il y a des évaluations qui vont être un peu plus conscientes. Par exemple, est-ce que ça impacte mon statut social vis-à-vis des autres? Il va y avoir des trucs comme ça qui vont entrer en ligne de compte. Et on se rend compte que le contrôle, c'est quelque chose qui est hyper important. Par exemple, quelque chose qui va être négatif, soudain, et pas familier. Si c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle, généralement, ça va me frustrer, et au bout d'un moment, je vais déprimer et arrêter d'essayer. Si je peux avoir du contrôle dessus, ça va plutôt générer de la colère. Donc en fait, les émotions seraient modulées comme ça. Alors après, il y a plusieurs autres théories, mais tu vas avoir des évaluations comme ça, donc ça dépend vachement de la situation dans laquelle tu es, et de quelles évaluations peuvent provoquer ça. Si on prend des modèles plus simples qui peuvent servir en impro, à mon sens, c'est un truc qui peut servir. En impro, on a
souvent on dit tiens je vais rentrer avec une émotion, puis en fait quand on y réfléchit on a quoi? On a la colère, on a pas que 50 quoi. Et d'après certaines des théories des émotions, celle notamment de Paul Ekman, si vous connaissez la série Lie to Me, la série Lie to Me est basée sur les travaux de Paul Ekman. D'ailleurs, le personnage principal s'appelle Cal Lightman. C'est basé sur les travaux de Paul Ekman qui dit que il y a en gros un petit bloc d'émotions fondamentales que tout le monde a, toutes les ethnies humaines, et toutes les émotions complexes sont construites à partir de celles-ci. Bon. On en pense qu'on en veut, c'est pas celle que je trouve qui rend le mieux, mais bon. Et on en a une autre qui est hyper intéressante, qui dit que les émotions, on les classe sur 2 axes. L'axe de l'excitation, pas du tout excité, très excité, et l'axe de la valence, c'est-à-dire c'est négatif et c'est positif. Et ensuite, tu peux décider où tu te places dedans, en fait. C'est-à-dire que je peux être très excité, très positif. Donc j'ai gagné au loto, c'est la grosse fête. Ou c'est très positif, mais je suis très calme, donc je suis juste très relaxé, je suis hyper zen. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'on se rend compte que plus on vit dans une situation, et plus on va partir de là. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si je vis tout le temps des situations qui sont négatives, sur lesquelles j'ai pas de contrôle, et bien sur mon schéma, si on l'imagine sur un carré comme ça, avec l'excitation et la valence, au départ, on va dire je suis neutre. Et puis, si je vis que des situations pourries, au fur et à mesure, je vais être souvent dans la zone peu d'excitation et négatif. Ce qui fait que quand j'ai un truc super positif qui va se produire, ça sera plus dur pour moi de monter jusque là-bas que par rapport à un individu qui est neutre. Et ça, on le remarque. Et c'est là où sont basés beaucoup de tests sur les émotions des animaux, sur ce qu'on appelle les biais cognitifs pessimistes et optimistes. On se rend compte qu'un animal qui vit, et ça c'est hyper intéressant, je pense aussi en impro, c'est qu'un individu qui vit dans des situations, et il vit tout le temps des trucs compliqués, qui sont dangereux, qui le mettent dans des situations problématiques, qu'il n'arrive pas à résoudre, etc., aura en général beaucoup plus de mal à vivre des situations positives. Et selon s'il a du contrôle ou pas, il mettra soit moins d'emphase sur la réussite, c'est-à-dire que ouais j'ai réussi mais c'est pas vraiment moi, ou il mettra plus d'emphase sur l'échec, c'est-à-dire si je me plante ça va vraiment être l'apocalypse. Et donc je sais plus pourquoi j'en suis arrivé là, mais ouais. Tu parlais des émotions et que c'était souvent aussi un outil de point de départ pour un improvisateur. Je choisis une émotion pour commencer à construire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et donc effectivement, si tu es souvent dans une zone, ça va vachement impacter comment tu vas te comporter vis-à-vis des autres zones. Si je suis quelqu'un qui peut jamais rien faire dans sa vie, c'est aussi probablement quelqu'un qui atténue ses réussites. Parce que de toute façon, peu importe ce que je fais, ça marchera jamais. Alors que quelqu'un qui est négatif mais qui a du contrôle, c'est justement pour revenir sur ce truc-là, c'est ok, il faut pas que je me plante, parce que si je contrôle bien et que je réussis, ça sera super, je vais y arriver, mais faut vraiment pas que je me plante. Alors que quelqu'un qui est tout le temps dans des situations très positives, genre on va dire la cuillère d'argent, quoi. Je suis né dans une famille où tout se passait super bien, etc. Là en fait, c'est des individus qui prendront souvent plus de risques parce que ils sont pas habitués à l'échec. Et donc je peux me permettre de faire des trucs un peu risqués parce que je sais que si ça plante, en général, jusqu'à maintenant, ça s'est toujours bien terminé. Et ça induit aussi des syndromes, ce qu'on appelle des syndromes comportementaux, qui sont la base des personnalités. Et on retrouve aussi ça chez les personnalités. On dit régulièrement, qu'adopter une attitude positive en impro, c'est-à-dire jouer d'abord des personnages positifs, ça va faciliter à accepter et puis ça va faciliter l'échange d'idées. Donc on enjoint souvent les stagiaires lorsqu'on donne un cours ou nous-mêmes quand on joue à commencer dans une émotion donc plutôt excitée haute en général, j'ai l'impression. Ça va toi? Il y a une question? Non, il n'y a pas de question, je voulais juste le dire. En complémentaire. Non, c'est vrai, pardon. Non, je voulais juste le dire. Voilà, merci beaucoup. On revient, j'aurai une question plus tard. En fait, je pense que c'est... Est-ce que ça se tient? Le fait d'avoir une émotion positive permet-elle, de construire plus facilement, par exemple? Ou d'aborder l'inconnu de manière plus simple? Ou le risque de manière plus simple? Ça peut jouer par simple phénomène de contagion émotionnelle, déjà. C'est-à-dire que la contagion émotionnelle, c'est l'émotion dans laquelle se trouve l'autre va découler sur moi, sans qu'il y ait une réflexion derrière. En fait, c'est vraiment physique. Pendant longtemps, on a pensé d'ailleurs que même adopter une posture physique allait générer le sentiment qui allait générer chez l'autre. Alors, on se rend compte maintenant avec la méta-analyse que c'est pas aussi valable que ça, mais la contagion émotionnelle existe. Je veux dire, que ce soit les humains ou toutes les espèces sociales, on voit ce qu'on appelle du buffering, c'est-à-dire on va forcément découler sur les autres. Un individu triste qui est avec des individus joyeux
va commencer à être moins triste. Un individu joyeux qui est avec que des gens tristes va commencer à devenir triste. La contagion émotionnelle, voilà, chez les espèces sociales, ça se produit, c'est clair, on l'a vu. Ça a été observé chez les cochons, chez les poules, enfin, chez vraiment plein d'espèces. Donc on a raison un peu en impro, enfin en tout cas c'est un bon levier de se dire commençons positivement, ne serait-ce que par la contagion émotionnelle, comme ça on va réussir à se mettre en connexion plus facilement du fait qu'on ait un rapport émotionnel similaire. Est-ce que ça aide à aborder l'inconnu? Je dirais que oui, et je dirais que surtout ça contre, alors là c'est vraiment une vision personnelle, hein, je ne dis pas qu'il y a des travaux derrière ça, mais je pense que ça contre peut-être aussi le fait que, en général, à peu près toutes les espèces vont mettre plus d'importance sur un échec que sur une réussite. Ce qui fait que si on est motivé en fait c'est plus facile pour nous de faire des trucs d'échec, de faire des trucs où ça va se fâcher, où ça va clasher, etc., parce que c'est des choses dans lesquelles, dans notre vie de tous les jours, il y a plus d'emphase. Alors que les réussites sont souvent un peu moins importantes. Et donc, si on démarre sur un truc positif, peut-être que déjà, ça va contrer le fait de naturellement avoir tendance à revenir sur du conflit, parce qu'il y a un moment, il va venir, hein, c'est obligé. Mais peut-être que justement, ça permet effectivement de générer un truc plus positif au départ pour s'habituer à vivre des situations qui vont être différentes de celles où on aurait tendance naturellement à tomber en se disant c'est ça qui va être intéressant, etc. D'où plein de travaux d'ailleurs qui nous enjoignent en impro à célébrer les erreurs et qui n'est pas quelque chose de si entre guillemets instinctif. Oui, tout à fait. Je reviens sur juste pour les autres ceux qui nous écoutent qui ont envie qu'on clôture les dossiers. Quand tu parlais, est-ce que tu as tout à fait fini ce que tu voulais dire quand tu parlais justement qu'on avait vu chez certaines vaches que en fait elles préféraient les challenges lorsqu'elle avait le choix de l'eau entre appuyer sur un bouton ou résoudre une épreuve mentale pour recevoir de l'eau, elles préféraient presque résoudre leur épreuve mentale. Je crois que tu disais ça dans une notion de... Moi, l'idée de challenge, je crois, c'est ça? Oui. Et puis après, on pourra clôturer la parade des animaux. Ouais, pas de souci. En fait, c'est un phénomène, alors j'aimerais bien vous donner un nom français, mais il n'y a pas de nom français dessus, ça s'appelle du contrat freeloading. Je connais pas de traduction de ce terme. En fait, on se rend compte que, en général, les animaux préfèrent avoir du contrôle sur ce qu'ils font. Donc en général, ils vont préférer faire des efforts pour obtenir quelque chose plutôt que de l'avoir facilement à côté. Sauf des espèces hyper lourdement sélectionnées, genre par exemple chez des poulets de chair qui sont des animaux qui ont été sélectionnés pour très peu bouger, juste se nourrir en permanence. C'est des animaux qui font quasiment pas preuve de contrat freeloading. En revanche, tu prends la souche sauvage de la poule, si tu lui donnes à manger où il faut fouiller dans un truc et tout pour la trouver, ou juste une gamelle à côté, il va aller fouiller. Et chez les vaches, on a montré que par exemple des vaches qui attendent juste qu'un portail s'ouvre pour sortir ne développeront pas de comportement émotionnel particulier. Des vaches qui apprennent à activer un mécanisme pour ouvrir le portail, elles vont sortir en sautillant dans tous les sens. Donc on le sait, à peu près tous les animaux, et nous aussi, on préfère avoir du contrôle et diminuer l'incertitude. Et c'est ça qui est très dur dans l'impro, c'est-à-dire que évolutivement, tout est fait pour qu'on fasse baisser l'incertitude. Parce que l'incertitude, c'est quelque chose qui met dans un état émotionnel qui est compliqué. Donc, on va tout mettre en place pour diminuer l'incertitude. Et le contrôle, c'est exactement ce qu'on veut pour diminuer l'incertitude. Et alors pour terminer... Est-ce que, je fais une micro-parenthèse, est-ce qu'on peut dire que ceux qui improvisent se lancent dans une discipline contre-instinctive? C'est assez dur pour nous, en fait. Après, tu vas avoir des personnes qui auront plus ou moins de facilité là-dessus. Faut vraiment aussi prendre en compte que tout ça est dit de manière très générale, mais c'est pas du tout applicable à tout le monde. On se rend compte qu'on a souvent plus de variance entre deux individus d'une même espèce qu'entre deux qui font à peu près les mêmes choses sur deux espèces différentes parfois. Parce que dans un groupe social, c'est important d'avoir des fonctionnements très différents. C'est ce qui permet au groupe social de pouvoir justement innover. Parce que si tous les individus faisaient tout le temps les mêmes choses. Par exemple, on a longtemps pensé que les fourmis ou les abeilles, les insectes sociaux, étaient des espèces de robots. C'est-à-dire qu'ils avaient des comportements qui étaient dictés par... on parle souvent du cerveau de la ruche ou un truc comme ça. Mais en fait, on se rend compte que ces individus ont des personnalités. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a qui vont être feignants, d'autres qui vont pas être feignants, etc. Et c'est ça qui permet en fait de développer des nouveaux comportements. C'est ça qui permet, justement, par émulation, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a un individu qui va diverger du groupe, qui va faire un truc, et puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah, ça marche, ok, on va copier ». Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle des cultures cumulatives, c'est-à-dire que tu as des espèces qui vont être capables d'évaluer leur réussite, comparer la réussite des autres et se dire « Fais mieux que moi, je vais copier sa technique ». On a vu ça chez les épinoches, ça a été observé. Ça a été observé, les corneilles de Nouvelle-Calédonie aussi font ça, c'est-à-dire qu'il y a des traditions culturelles sur des conceptions d'outils bien spécifiques, avec des cultures, selon les zones où elles habitent, elles n'utilisent pas les mêmes plantes pour faire des outils. Et on se rend compte qu'à chaque génération, elle les améliore. Donc, tu as vraiment des cultures cumulatives qui naissent comme ça. Et c'est en fait la base des syndromes comportementaux et
et des personnalités, c'est d'avoir justement précisément des individus qui marchent pas de la même manière, pour pouvoir avoir une société qui est flexible et qui peut s'adapter à plein de situations changeantes en permanence. Donc c'est pour ça que c'est pas adaptable à tout. Après, vraiment émotionnellement, en général, on est fait pour faire baisser l'incertitude. Voilà. J'ai envie d'aborder une autre thématique qui serait demain, il y a une compagnie professionnelle d'improvisation qui te sollicite pour les challenger sur des nouvelles inspirations qui sont nées de résultats de tes analyses, de ce que tu as pu vivre avec les animaux. Est-ce que tu pourrais nous partager 2-3 idées que tu pourrais avoir ou sur lesquelles tu aimerais voir une compagnie d'improvisation travailler avec des nouveaux codes, des nouveaux archétypes, des nouveaux langages? Je pense que, comme on en parlait tout à l'heure, essayer de prendre la structure sociale d'une autre espèce, ça peut être super intéressant. Parce que nous, on vit dans une société qui est, notamment dans les cultures... non, pas que. On est dans des sociétés qui sont quand même très patriarcales. On est très proche du chimpanzé, qui fonctionne assez comme ça aussi, avec des alliances, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, les sociétés patriarcales, c'est pas la norme. C'est pas tant que ça la norme. On a énormément de mammifères qui vivent dans des sociétés qui sont des sociétés matriarcales. Où en fait, tu vas avoir un groupe social autour de la mère et de sa sœur ou un truc comme ça. Tu as beaucoup d'espèces où tu as des liens très forts qui se tissent entre des femelles. Par exemple, les vaches, elles ont souvent des copines, vraiment la vie à la mort, quoi. Et tu vas avoir justement des sociétés qui sont assez différentes. C'est-à-dire que ça va être la mère avec quelqu'un d'autre, et puis les petits, et puis les mâles souvent vont vivre en périphérie, soit en groupe de mâles, soit machin. Et tu vas déjà approcher les relations comme ça, et par exemple, chez les hyènes tachetées dont je parlais, tu vas avoir un héritage générationnel. C'est-à-dire que quand une femelle va avoir un petit, le petit va naturellement acquérir le statut social de la mère. Donc ça devient super intéressant de te dire comment on fonctionnerait si, par exemple, moi j'étais à un statut social élevé, ma fille était automatiquement, etc., mais mon fils non. Alors les fils peuvent avoir... chez les hyènes tachetées, c'est un peu plus compliqué que ça, mais souvent à la puberté, ils partent dans un autre groupe et ils montent une hiérarchie complètement à part par ordre d'arrivée dans le nouveau clan. Mais ce serait intéressant de te dire qu'est-ce qui se passe dans une société où finalement, ça va être les femelles qui vont être importantes dans le groupe. Qu'est-ce qui se passe si on est dans une société où, comme les oiseaux dont je parlais tout à l'heure, par exemple, j'avais commencé les mannequins et tu voulais que je finisse dessus, donc ça va permettre de faire les deux. Qu'est-ce qui se passe si on vit dans une société où les mâles doivent apprendre à faire des chorégraphies de danse hyper complexes et les femelles vont être des monstres de juges? C'est-à-dire que les femelles vont se regarder, elles vont regarder des trucs comme ça. Vas-y, refais. Vas-y, encore. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est-à-dire que des moments, elles vont rester devant comme ça et elles vont les laisser faire pendant 30, 40, 50 reprises de leur chorégraphie et elles risquent de se casser. Et sachant que chez certains mannequins, tu vas avoir 5 mâles qui vont faire des chorés ensemble et en fait, il y a que le mâle qui est en haut de la hiérarchie de ce groupe de mâles qui a une infime chance de se reproduire avec la femelle. Les autres, c'est 0. Donc quand on est un mâle chez ces espèces, il y a de grosses probabilités que jamais tu te reproduises en fait. Et tout est au contrôle des femelles. Mais tu as des espèces, ça va être l'inverse. Par exemple, tu vas avoir les épinoches. En général, c'est les mâles qui s'occupent des petits. Et donc c'est les mâles qui vont créer un nid, c'est les mâles qui vont faire de la décoration pour attirer les femelles. Et une fois que la femelle est venue mettre les œufs, ils la chassent. Parce que c'est eux qui s'occupent des œufs, c'est eux qui vont s'occuper des petits, etc., etc. Donc qu'est-ce qui se passerait si effectivement on prenait une structure sociale qui n'a rien à voir et qu'on appliquait ces codes chez nous? Ça pourrait être super intéressant. Et puis après, tu peux avoir des trucs aussi où... alors ça, je pense que c'est un peu plus dur à faire, mais ça serait intéressant à essayer. C'est qu'est-ce qui se passe si d'un coup, je me mets dans la peau d'une espèce qui n'a pas les mêmes sens que moi? C'est-à-dire, par exemple, tu prends... La plupart des poissons ont un excellent odorat. Qu'est-ce qui se passe si à partir de maintenant, mon odorat est phénoménal? Et limite, la vue passe en arrière-plan. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, en fait, tous mes commentaires vont constamment être par rapport à l'odeur? Je fais, dis donc, ça sent la transpiration, t'es en train de stresser, toi, non? Qu'est-ce que ça génère, ce truc de... Parce que si l'autre réagit en humain, ça va être vexant. Mais si je réagis en poisson, c'est normal que je communique par odeur. Et qu'est-ce qui se passe si je commence à communiquer comme ça? Ou si j'ai un sens électrique? Si, subitement, je peux savoir combien tu as de plombage dans la bouche. Ça peut carrément générer d'autres trucs qui sont... putain, ouais, merde, comment ça marche? Je pense qu'il y a des... Autant sur le fonctionnement social que sur les sens différents, il peut y avoir vraiment des trucs intéressants. Mais les structures sociales, je pense que c'est vraiment ce que je prendrais en priorité. Parce que ça nous sortirait vraiment de notre logique d'humain. Parce que nous, on est vraiment... typiquement, nous, on est avec nos statuts, avec les statuts forts, les statuts bas, les dominants, les subalternes, etc. Et c'est un langage qui est également employé en étude du comportement animal. Mais notre langage commun dans la vie de tous les jours est vachement
Il y a un bagage derrière, il y a un sens derrière. Par exemple, au tout début, on parlait des packs de loups qui vivaient avec un mâle alpha, une femelle alpha, l'oméga, etc. Sauf qu'en fait, ça, on le sait maintenant, et même l'auteur de ces premières études est revenu en arrière là-dessus en disant, en fait, c'était pour coller à une logique sociétale humaine à l'époque. Mais en réalité, quand on regarde un groupe de loups, c'est quoi? C'est le père et la mère, et le reste de la famille, et des fois des pièces rapportées. Mais c'est comme si moi je disais que mon père c'est mon mâle alpha et ma mère c'est ma femelle alpha. Ça ne décrit pas correctement ces relations. Et souvent on imagine toutes les relations sociales comme étant les lois du plus fort, alors que c'est pas le cas. Par exemple chez les vaches, il va y avoir une hiérarchie qui est basée sur une convention. C'est-à-dire que plus une vache va devenir âgée, plus elle aura la préséance sur les meilleurs endroits pour se coucher et les meilleurs aliments. C'est pas qu'elle est plus forte et qu'elle va pousser les autres et les bourrer, etc. C'est juste que, entre guillemets, il y a un respect des anciens qui se met en place chez les vaches. Mais c'est pas ces vaches-là qui vont prendre forcément les décisions. Par exemple, les décisions de mouvement du groupe sont prises au contraire par des individus qui ont des personnalités plus adaptées à ça, qui ont un meilleur réseau social souvent. C'est-à-dire que souvent, tu vas avoir les leaders qui sont les individus avec le meilleur réseau social, et tu vas avoir les chefs qui, eux, sont plutôt les plus anciens, ou alors dans certaines sociétés les plus forts. Et ils ne fonctionnent pas de la même manière. Et souvent, nous, quand on va jouer des statuts très hauts, c'est souvent des statuts qui écrasent. Sauf qu'en fait, pas toujours, hein, mais sauf qu'en fait, dans beaucoup de sociétés animales, les individus les plus hauts dans la hiérarchie sont aussi la police. C'est-à-dire, c'est également eux qui vont faire en sorte qu'il y ait moins d'agression. À quoi sert une hiérarchie, en fait, dans une société animale? Elle sert à pacifier cette société. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, parce que nous, on perçoit tout de suite la domination, etc., comme un truc violent pour nous. Mais en fait, s'il y avait rien, ça serait la guerre en permanence pour l'accès aux ressources, etc., machin. Donc, il y en a qui sont des perdants, il y en a qui sont des super gagnants, mais en réalité, ça permet de stabiliser un groupe. Et donc, souvent, les individus qui sont dominants vont également faire diminuer l'agression sur les stades en dessous. Donc, très fréquemment, on voit par exemple des espèces où s'il y a des conflits, c'est des conflits vraiment des rangs qui sont côte à côte. Genre, un individu très très haut dans une hiérarchie n'ira pas agresser un individu très bas dans la hiérarchie. C'est très rare. Ça arrive. Hein. Mais en général, ça va vraiment être cran à côté de cran. Donc l'agression, globalement, est moindre. Et donc, souvent, les individus les plus hauts dans la hiérarchie ne sont pas les individus les plus agressifs. Même, je ne vais pas dire loin de là, parce que ça dépend beaucoup des espèces dont on parle, mais il y a des espèces où c'est vraiment ça. Les individus qui sont en haut ont la responsabilité de la cohésion du groupe. T'as des exemples là, ouais, d'espèces où il y a les chefs ont des comportements très pacifiques, ou quelquefois j'ai l'impression d'entendre aussi même tranquille, feignant. Là, froid. En fait, je connais pas très bien les primates. Je sais qu'il y a des sociétés de primates vraiment qui fonctionnent comme ça, mais alors typiquement les primates, c'est un domaine que je connais pas mal. Bon, c'est pas grave si jamais ça revient. Mais par exemple, tu vois, quand tu vas avoir, alors chez les poules, par exemple, les coqs ont des structures sociales qui sont parallèles à celles des poules, mais en réalité, leurs deux structures sociales se chevauchent pas vraiment. Et quand tu as un coq, le coq, en fait, c'est hyper compliqué les sociétés de poules, mais pour faire simple, le coq territorial, quand il est avec plusieurs poules, les poules ont un ordre hiérarchique entre elles, et en fait, cet ordre hiérarchique n'existe pas quand le coq est à proximité. Parce qu'il a une espèce de super dominance, comme la poule sur ses petits. Et donc, tu vas avoir des trucs comme ça qui sont... C'est super bizarre dans le un truc, je suis désolé, il y a une poussière qui... Mais ouais, je sais qu'il y a des sociétés de primates, par exemple, où tu as des individus qui font la police, et on a testé, en les enlevant, on se rend compte que l'agressivité est largement supérieure dans le groupe que quand ces individus sont là. Donc voilà, tu vas avoir... Et après, j'y pense dans des sociétés aussi qui peuvent être hyper intéressantes à tester, ça me fait rebondir. Tu prends par exemple chez les corbeaux freux, qui sont les corbeaux qu'on voit classiquement dans les champs. En fait, les corbeaux freux, on en voit, ils sont souvent en groupe en hiver, ils sont 200, 300, 400, 1000. Et en fait, on s'est rendu compte que ces sociétés-là, c'était pas une grande société super organisée. C'est des couples. C'est juste un tas de couples qui sont réunis. Et du coup, la relation du couple est plus importante que tout le reste. Et alors maintenant, on se rend compte qu'il peut y avoir des trios, et éventuellement jusqu'à 4. Et on se rend compte que comme chez nous, quand il y a un individu qui commence à créer une relation avec l'autre, le premier va essayer de constamment empêcher l'autre de créer des relations. Et que quand il y en a un qui va commencer à partir, la relation amoureuse va se dégrader progressivement. Mais on se rend compte que en fait, ce sont des oiseaux où ce qui compte, c'est l'autre. Et ça aussi, ça peut être intéressant pour la question de la troupe de tout à l'heure, parce que qu'est-ce qui se passe si je suis fusionnel à un point où rien d'autre ne compte que l'autre sur lequel j'ai tout dévolu? Je vais être synchronisé en permanence dessus. Je vais tout faire exactement pareil. Et surtout, les autres n'ont pas d'importance. Par exemple, on se rend compte que quand il y a des conflits chez les corbeaux,
il n'y a pas de réconciliation. Et la plupart beaucoup d'espèces chez lesquelles on a observé, quand il y a des conflits entre des individus, en général, on observe plus ou moins des comportements de réconciliation. Pas chez toutes les espèces, mais en tout cas, il y en a plusieurs, on a observé ça, chez les chèvres, chez les primates, etc. Et chez les corbeaux, ça n'existe pas. C'est-à-dire que s'il y a un conflit, eh ben, on se rend compte que ceux qui étaient en conflit, le couple, vont avoir plein de contacts entre eux pour se calmer, on a bien fait d'aller lui péter la gueule et tout. Mais il n'y aura pas avec les autres, parce qu'en fait, ces relations-là, on pense, c'est ce qu'on suppose, ces relations-là ne sont pas assez importantes pour être sauvées. En vrai. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui se passe si j'estime que les autres relations n'ont pas d'importance et qu'il y a juste celles avec la personne dont je suis fusionnel qui sont importantes? Il peut y avoir plein de trucs comme ça, quoi. Une autre question où je divague un peu. Imaginons qu'on a une scène avec, voilà, techniquement on est, il y a tout ce qu'on veut, mais si tu devais recommander à une troupe de jouer avec un animal, tu recommanderais quelle espèce? Oh, j'aurais pas envie de recommander un truc, j'aurais envie de tester plein de choses. Ou alors, quelles seraient tes envies de test justement? Ouais. À un fin de spectacle, et évidemment, on a un budget de répétition ample où on peut créer le lien avec l'animal. Un truc que je trouve vraiment super intéressant à tester, c'est les espèces qui sont hermaphrodites séquentielles. C'est-à-dire les espèces qui vont changer de sexe au fur et à mesure de leur vie. Tu prends par exemple dans Nemo. Dans Nemo, tu as le papa de Nemo, et il perd sa maman, c'est la panique. Sauf qu'en fait, chez les poissons clowns, tous les individus sont mâles, sauf la femelle dominante, la femelle du couple reproducteur. Or, quand la femelle décède ou disparaît, le mâle qui était tout en haut devient une femelle. Et le deuxième mâle prend sa place. Ce qui fait que dans Nemo, en fait, son père aurait dû devenir sa mère, et je sais pas, son oncle aurait dû devenir son père, un truc comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans des relations comme ça? Chez, par exemple, les labos-nettoyeurs, typiquement, c'est l'inverse. C'est un mâle avec que des femelles. Et tu peux avoir des femelles qui, si elles mangent suffisamment et deviennent suffisamment grosses, elles deviennent des mâles. Et donc, elles risquent de devenir un mâle concurrent. Ce qui fait que le mâle est tout le temps en train de garder à l'œil la femelle la plus grosse, de manière à éviter qu'elle devienne un mâle. Et je me dis, putain, comment ça fonctionnerait si on avait des sociétés comme ça, en espèce de harem avec un individu et les autres qui sont complètement différents, parce que c'est un autre sexe, mais où il y en a un qui peut devenir lui, tu vois. Ça peut être tellement... Waouh, attends, quoi? Des trucs comme ça, ouais, ça me ferait bien... Et je veux dire, si tu devais jouer avec un animal en physique, tu fais un spectacle avec un animal... est sur scène? Ouais. Et tu tenterais un spectacle avec ça. Ou pas du tout envie, aucun intérêt. Je pense que ça marcherait pas. Si vraiment je devais prendre un truc, le plus pertinent serait un oiseau, à mon sens, et probablement un corvidé, donc toute la famille corbeau, corneille, etc. Soit un perroquet type cacatoès, qui a des animaux qui sont très sociaux et qui ont des fonctionnements sociaux qui sont un peu plus proches des nôtres et qui permettraient, par exemple, les perroquets comme les gris du Gabon, les trucs comme ça, c'est des animaux qui apprennent vachement par observation. C'est-à-dire que si tu veux leur enseigner quelque chose, il faut que deux scientifiques soient en train de le faire l'un l'autre jusqu'à ce que lui soit suffisamment jaloux pour avoir envie de prendre la place d'un des deux. Il y a tout un tas d'études sur un perroquet qui s'appelait Alex qui ont été entièrement montés comme ça, enfin en grande partie montés comme ça. Et je pense que ça pourrait être intéressant effectivement de créer des trucs comme ça, de jouer sur les penchants naturels de l'animal en question, par exemple avec un gris du Gabon, le fait de le rendre jaloux pour voir comment il va réagir, tout ça. Mais pour faire un spectacle, ça serait tellement compliqué parce que, comme je disais, en plus on n'a pas accès à leur subjectivité, donc les mimiques, les trucs comme ça, tu les reconnaîtras pas forcément, à moins que tu vives avec depuis... Donc ouais, je pense que ça serait compliqué à mettre en œuvre. On a parlé de langage. Est-ce que on voit aussi quelquefois dans le documentaire le jeu chez les animaux, qui est aussi quelque chose qui nous anime en tant qu'improvisateur. En fait, on vient utiliser notre propension à jouer. Est-ce que c'est avéré? Comment c'est avéré le rapport au jeu dans les espèces animales? Est-ce que tu peux nous donner ta définition de jeu? Ouais. Alors, la définition de jeu, pendant longtemps, on a eu du mal à la définir parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Encore une fois, chez des espèces qui sont vachement éloignées de nous, comment on détecte que quelque chose est un jeu ou pas? Je prends un exemple simple. Les poissons, il y a plein de poissons qui sautent hors de l'eau et des fois se laissent tomber sur des bouts de bois qui flottent et des trucs comme ça. Et en fait, on n'arrive pas à savoir si c'est un comportement de jeu
ou si c'est un comportement, par exemple, pour fuir un prédateur, pour enlever des parasites, pour regonfler la vessie natatoire, pour se charger en oxygène. Il pourrait y avoir plein de raisons selon l'espèce, tout ça. Donc plus l'espèce va être loin, plus ça va être dur. Le jeu, globalement, on en observe 3 types. Tu as les jeux locomoteurs. Par exemple, c'est ce que tu vois chez les vaches quand elles sont contentes de sortir, elles sautent, elles bondissent. Les chèvres, typiquement, c'est les animaux par excellence qui font des jeux locomoteurs. Tu as des jeux avec un objet. Je lance une balle au chien, le chien va la chercher et la ramène. Et tu as les jeux sociaux. On joue à se battre, on joue machin. Et là, déjà, dans les jeux sociaux, tu vas avoir... t'as des trucs sur les limites du jeu. Tu vois, par exemple, les cochons, les jeunes cochons, quand ils se battent, c'est plus violent que chez d'autres espèces. Tu sens que c'est pas loin d'être un vrai conflit quand même. T'as des animaux, en revanche, qui vont vraiment se mettre des handicaps. Ou un adulte qui joue avec un petit va vraiment ne pas mettre toute sa force, etc. Ça, c'est assez fréquent. Chez les loups, tu peux te faire exclure d'un groupe juste parce que tu respectes pas les règles du jeu. Clairement, ça, chez les loups, ça a été observé. Un individu qui genre mord alors qu'il est en train de jouer, tu t'en vas. Alors, la définition du jeu, il faut que je m'en souvienne, parce qu'en fait, elle a été posée par un chercheur, vraiment, Gordon Burghardt, qui a travaillé là-dessus. La définition du jeu, c'est que pour reconnaître un comportement comme étant un jeu, il faut qu'il soit fait hors d'un contexte pertinent, c'est-à-dire par exemple qu'il ne serve pas à la survie immédiate. Il faut qu'il soit fait de manière volontaire, spontanée et qu'il soit récompensant lui-même. Il faut qu'il soit incomplet par rapport à la réalité, c'est-à-dire c'est un comportement dégradé par rapport à la vraie norme. Genre, par exemple, un jeu sexuel, tu aurais une tentative de montage mais qui n'est pas un vrai montage. Il y a 5 critères. Il faudrait qu'il soit répété régulièrement. Quand tu dis montage, tu parles de reproduction, c'est ça? Ouais, se monter. Ok, pardon. Il faudrait que ce soit un truc qui soit répété régulièrement, mais pas de manière, ce qu'on appelle une stéréotypie, c'est-à-dire comme les animaux qui tournent en rond infiniment là. Ça, c'est pas du jeu. Mais il faudrait que ce soit un truc qui soit répété relativement régulièrement. Et la dernière, j'ai plus le dernier en tête. J'ai plus le dernier. Enfin, c'est 5 critères comme ça, quoi. Donc le jeu, ça va être ça. Du coup, et ça rebondit un peu sur la question de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le beau, subjectivement, etc. Et l'art, la création de l'art. Il faut aussi voir quelle est la raison évolutive de l'apparition de l'art. Pourquoi j'en fais? Parce que quand on emploie le terme de jeu sur scène, est-ce qu'on est vraiment complètement dans un jeu? Parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et là, je rebondis avec l'art. Pourquoi l'art existe? Si on reprend les oiseaux à berceau tout à l'heure, ces oiseaux à berceau, tu pourrais dire qu'ils font de l'art parce que le berceau, c'est pas un nid, ils vont pas se reproduire dedans. C'est juste un truc pour faire un spectacle son et lumière. Et goût. Donc, dire que les femelles n'apprécieraient pas un beau berceau, si nous, évolutivement, il y a des choses qu'on trouve belles, c'est qu'elles ont une pertinence évolutive pour nous, à un moment ou à un autre. Donc, pour que ces animaux voient ces trucs-là sans évaluation subjective, ça serait bizarre. Donc, il est probable que ces oiseaux trouvent les berceaux beaux ou pas beaux. Je te coupe, pardon, juste pour être au clair, pertinence évolutive. Ça veut dire que ça a eu un intérêt dans notre évolution. À un moment, il faut que ça se justifie, il faut que ça serve à quelque chose, probablement. Or, à partir du moment où on fait de l'art, on peut se demander à quoi ça sert. Est-ce que je fais de l'art juste parce que j'aime ça, parce que c'est un jeu? Mais est-ce que je le fais aussi pour me donner une situation sociale? C'est-à-dire que les premiers artistes, est-ce que ça leur donnait pas aussi un statut? Tu vois, les paléo-artistes, les trucs comme ça. Est-ce que ça leur donnait pas un statut spécial dans le groupe? Est-ce que ça me permet pas d'accéder à de meilleures ressources? Est-ce que je serais pas plus haut socialement? Est-ce que j'aurais pas un meilleur accès aux femelles? C'est moche de dire ça comme ça, ou au mâle, selon qui je suis. On va avoir des... tu vois, là, on a vraiment le truc humain, ce truc patriarcal, un mâle qui a accès aux femelles, mais t'as des sociétés, ce sera l'inverse. Donc, tu vas avoir ça. Et donc, jouer sur scène, est-ce qu'on est vraiment en train de jouer? J'en suis pas sûr, en fait. Tu vois, c'est un mot que nous, on va employer. Effectivement, ok, je vais jouer sur scène. Maintenant, ce mot a une signification. Si on la rapproche à vraiment ce qu'est le jeu, en le rapprochant au jeu des enfants, etc., on ne sait pas exactement à quoi sert le jeu. On suppose qu'il sert peut-être à s'évaluer les uns les autres tu vois, par exemple, les combats entre les jeunes cochons, on pense que ça leur sert... Enfin, on se rend compte de plus en plus que ceux qui jouent beaucoup quand ils sont petits à se battre sont bien meilleurs à l'âge adulte pour évaluer la force d'un rival. Donc, est-ce que ça va servir à ça? Chez les chèvres, on suppose que les jeux locomoteurs, comme les chèvres, c'est des animaux qui vont vivre dans des situations souvent très complexes, de la montagne. Tout le monde a vu les photos des chèvres sur un barrage. Ça, c'est le mode de vie des chèvres, en fait. Les chèvres, ça vit c'est des animaux de montagne, ça vit dans des situations hyper complexes. Typiquement, des chèvres, ça aime dormir en hauteur, par exemple. Si vous avez des chèvres et qu'elles dorment à plat, elles détestent ça, en vrai. Les refuges, des trucs comme ça, en fait, ils ont des litières en hauteur pour les chèvres. Donc, est-ce que ça sert à ça? Est-ce que ça va servir, donc, à apprendre les relations les uns aux autres? Par exemple, les jeunes INTHT dont je parlais, quand ils naissent, ils connaissent pas leur rang social. Puis ils vont attaquer un peu les autres petits. Et puis les adultes vont venir à la rescousse. Et là, ils vont apprendre un peu où on se situe dans l'ordre hiérarchique les uns par rapport aux autres. Donc, le jeu, on sait pas exactement à quoi il sert.
il peut avoir plein de raisons. Après, subjectivement, on peut juste être heureux. Je suis content, je joue. Mais il y a d'autres choses qui sont derrière aussi, probablement. Et donc, quand je joue sur scène, je peux être en train d'essayer de séduire le public. Parce que j'ai besoin qu'on m'aime. Je peux avoir besoin, tu vois, il y a énormément de choses. On n'est pas dans du jeu juste je m'amuse. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent aussi au niveau de... C'est pas pour rien que c'est du spectacle vivant et que tu as des gens en face aussi. C'est qu'est-ce que je suis en train de créer avec eux. Typiquement, moi, quand je suis en conférence, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de live sur Zoom, les trucs comme ça. J'ai beaucoup de mal à faire des conférences sur Zoom, en vrai. Parce que quand je suis devant un public, je chope des regards, je prends des gens, tu vois, j'ai des références à... Toi, par exemple, allez, je dévoile un de mes trucs, c'est qu'en général, je prends 3 personnes. Je prends une personne qui rit très facilement, pour me rassurer. Je prends une personne qui est neutre, qui rit quand c'est très drôle, qui rit pas quand c'est pas très drôle, tu vois, là, je me dis, OK, toi, t'es mon maître étalon, à peu près. Et je prends quelqu'un qui fait la gueule. Et mon objectif, c'est toi, je te casse avant la fin. Et toi, je te ferai éclater de rire avant la fin. Alors, je fais des conférences scientifiques, mais j'essaie que ce soit fun, etc., qu'il y ait plein de trucs. Et du coup, il y a de la relation. Pour moi, cette relation, elle est hyper importante. Et tu vois, on n'est pas juste, je suis en train de jouer ou je suis en train de présenter un contenu factuel. C'est, en faisant ça, je crée également une relation. Je pose une situation. Et puis, il y a aussi, je pourrais très bien faire cette présentation en étant super strict et tout. Et là, je poserai un statut genre, je suis le sachant, vous êtes les apprenants, je fais une barrière. Moi, au contraire, je veux que ça soit, en fait, je vous transmets un truc qui est super cool. On est sur la même longueur d'onde, on est au même niveau. Il y a pas, je suis pas votre maître ou quoi que ce soit. Et donc, il y a ce besoin de créer cette relation pour voir, OK, je me cale bien sur le même niveau que vous. Et je pense que sur scène, il doit y avoir aussi beaucoup un truc comme ça. Donc en fait, le jeu sur scène et chez les animaux n'est jamais gratuit. Ou pour le plaisir juste de l'amusement, il y a toujours une autre raison derrière, si je vulgarise. Hein. Je sais pas. On sait pas. Je sais pas. En tout cas, pour que ce truc existe, il y a un moment, il faut qu'il y ait une raison. Mais je pense que chacun, quand on monte sur scène, on sait très bien qu'on est en train de faire quelque chose, soit pour se rassurer, soit pour se prouver des choses, etc. Ça peut être vis-à-vis de soi-même aussi. Mais on le fait pas. Moi, personnellement, je monte pas sur scène parce que ça m'amuse. Je prends du plaisir à être sur scène, mais c'est dur à exprimer en fait, parce que tout ce que tu as avant, tu vois, le stress avant de monter sur scène, etc. C'est pas des trucs qui sont très positifs en vrai. C'est des trucs qui sont un peu durs. Et puis quand tu as fait un spectacle pourri, tu vas le ressasser derrière. Enfin, tu sais qu'en fait, tu te mets dans une situation qui risque de te faire vivre une sale situation. Mais il y a aussi ce plaisir de réussir à créer quelque chose avec les autres. Moi, je suis extrêmement... moi, ça me fait du... C'est brutal pour moi de ne pas avoir un retour public, par exemple. Tu vois, tu sors de scène, il se passe rien. Typiquement, les conférences Zoom, je sors de scène, les gens se débranchent de Zoom et partent. Moi, mon cœur, il fait... J'ai besoin d'avoir des gens qui viennent. Tu vois, en plus, c'est pas une espèce de... peut-être que si, en plus. L'espèce de fait de gagner en statut social que les gens disent « Putain, c'était vraiment cool, on a passé un bon moment et tout. » C'est pas forcément faire de l'ego, mais moi qui ai tendance à avoir un syndrome de l'imposteur et tout, c'est une espèce de façon de te rassurer, de te dire je me mets en danger et c'est bon, ça passe. Parce que moi j'avais tendance à être plutôt sur la gauche dans le schéma des émotions tout à l'heure, tu vois, j'avais du mal à faire baisser les trucs positifs. Donc j'ai besoin qu'on me donne beaucoup de trucs positifs pour pouvoir me dire un tout petit peu bon c'est bon, c'était pas de la merde. Et voilà, tu vas avoir plein de trucs comme ça qui font que tu vas aller sur scène parce que si tu cherches des choses en vrai quoi. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont juste parce que eux ça leur fait du bien, le cerveau il récompense à ce moment-là. Mais en général, tu as souvent des raisons qui expliquent. En gros, on suppose que les comportements, on estime en général que les comportements, ils ont 3 grandes sections. C'est pourquoi il est apparu au niveau de l'évolution, comment il évolue au niveau de la vie de l'individu, et qu'est-ce que ça produit chez l'individu, en fait, quelles sont ces motivations qui déclenchent cet événement, quoi, subjectif. Et tu vois, tu as toujours plein de niveaux, en fait, sur chaque comportement qu'on a, même si on ne se rend pas compte, il y a des trucs derrière, quoi. Tu peux rappeler ces 3 éléments ? Tu vas avoir, en fait, normalement, il y en a 4. Je m'en souviens plus en détail. Je m'excuse. En plus, les règles de Tim Bergen, je devrais les connaître. C'est pourquoi ce comportement a évolué au cours de l'histoire évolutive de l'espèce. Comment il se développe au cours de ce qu'on appelle l'ontogénie de l'individu, c'est-à-dire l'évolution de l'individu dans sa vie. Et ensuite, tu vas avoir aussi quels sont les éléments déclencheurs qui font que je vais agir de telle manière ou pas dans telle situation et ma perception subjective de cette situation. Normalement, c'est... Ouais. Pour les gens qui regardent, allez regarder les questions de Tim Bergen, T-I-N-B-E-R-G-E-N, ou c'est un M, moi je sais plus. Mais voilà, c'est ces trucs-là en fait. Mais là, je devrais les connaître parce que c'est la base. Hein, mais évidemment, il faut toujours que je fasse une connerie à un moment. On mettra les sources en commentaire. Faisons ça. Et si on imaginait un spectacle pour des animaux ?
Ou le public, c'est une prairie de chèvres, parce qu'elles ont l'air quand même sympas, ces chèvres. Il y aurait beaucoup de coups de tête. Parce que c'est un truc qu'elles font beaucoup. Je suis vide là. Je rebondis juste comme ça. Est-ce qu'on a déjà vu une notion de spectacle? Tu en parlais un petit peu avec j'ai oublié le nom de ces oiseaux, avec un public, la femelle. Est-ce que la notion de spectacle est quelque chose qu'on a vu chez les animaux, ou qu'on a pu remarquer, étudier, ou ou pas, à ta connaissance, hein. Pas tel quel, parce que, encore une fois, il faudrait définir précisément ce qu'on appelle un spectacle. Et l'autre truc, c'est que on pourrait aussi demander pourquoi le public est au spectacle. Qu'est-ce qu'il recherche? Et ça risque d'être très différent selon les différentes personnes. Et est-ce que le fait d'assister à ça, il n'y a pas aussi un apprentissage social? Ou alors, est-ce qu'on vient chercher une contagion émotionnelle? C'est-à-dire, je veux ressentir des émotions. Moi, par exemple, c'est un truc qui me plaît en spectacle. Donc, j'y viens pour subir une contagion émotionnelle, finalement. Et on l'a vu nous-mêmes dans plein d'expériences, quand on vient jouer de la comédie et que la salle est remplie, et le spectateur se dit, si c'est rempli, c'est que c'est drôle, et donc il rigole plus facilement déjà. Alors là, tu auras aussi, effectivement... alors là, on sera plus sur de la conformité au groupe, mais oui, du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Est-ce qu'on a déjà vu des spectacles? Oui. Tu disais, ça dépend, il faut définir un petit peu ce qu'est un spectacle et pourquoi le public vient. Parce que, par exemple, tu vois, un truc tout simple. On est en train de se rendre compte, chez plus en plus d'espèces, et même sauvages, que les animaux suivent le regard des autres. C'est-à-dire que si je regarde là-bas, et j'ai une chèvre qui est là, la chèvre va regarder ce que je suis en train de regarder. Du coup, il y a une question aussi de est-ce qu'il y a une utilisation de la connaissance des autres? Est-ce qu'il y a un apprentissage social derrière? Tu vois, par exemple, moi qui fais de l'impro aussi, quand je vais voir des gens qui sont des comédiens professionnels, moi amateur, je suis là et je regarde, puis je me dis ah ouais, là il est en train de faire comme ça. Et, tu vois, il y a plein de raisons. Donc, tu vas avoir des spectacles parce que ce qu'on parlait tout à l'heure avec les mannequins qui vont faire une chorégraphie de fou pour la femelle qui va venir voir. Ça peut tout à fait rentrer dans une catégorie spectacle. Quand tu vas avoir des mâles chez les boucs, etc., qui vont faire des grands combats avec des coups de corne, etc., les femelles, elles regardent. Donc tu vas avoir des trucs comme ça. Ne serait-ce que chez toutes les espèces où tu vas avoir un choix actif d'un des deux membres sur qui je préfère, il y a eu des observations sur des comportements, sur des choses, on se rend compte que les animaux souvent vont s'apparier sur des points communs de personnalité, de machin, etc. Donc tu vois, tu vas avoir des trucs comme ça qui vont rentrer en ligne de compte. On a montré, c'est une étude française qui a 1 an, ils ont montré que chez des femelles d'une certaine espèce de poisson, dont je ne vous ai pas donné le nom parce qu'il n'y a pas de nom simple, il n'y a que le nom scientifique, chez ces poissons-là, la femelle va avoir un mâle préféré et pas un autre, et si vous la forcez à faire sa vie avec le mâle qu'elle préfère pas, en fait le couple va être pourri, la relation va être complètement foireuse, elle aura des biais cognitifs pessimistes, justement ce que je parlais, elle aura plutôt tendance à se dire ça vaut même pas la peine d'essayer. Donc il y a eu une observation des mâles avant, de leur comportement, on se rend compte qu'il faut que les personnalités matchent bien. Chez les corbeaux c'est pareil, on se rend compte qu'il y a des personnalités qui matchent. Chez beaucoup d'espèces en fait, les animaux se lient parce qu'ils ont des façons de chercher leur nourriture, de machin, etc. qui sont assez cohérentes. Et donc voilà, je suis parti loin de la question d'origine. Non, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est passionnant tous ces sujets. Le temps file hyper vite. On va poser les dernières questions. Oui, alors Sébastien, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut conserver les mêmes questions que de finale qu'on a l'habitude de poser? La première, c'est nous sommes venus avec une valise remplie d'argent, des gros billets. C'est pour toi. Merci. C'est pour que tu puisses réaliser quelque chose de particulier. C'est quoi? Waouh. Ça n'aurait probablement pas de rapport avec le monde de l'impro, je pense. Ça serait plus quelque chose pour travailler à améliorer les relations qu'on a avec les autres animaux. Parce qu'on a des relations qui sont quand même massivement toxiques. Ouais, si je pouvais atténuer ça, ouais. Tu veux nous préciser un tout petit peu massivement toxique et qu'est-ce que tu pourrais faire? Je sais pas ce que je pourrais faire parce que ça tient à beaucoup de ressorts psychologiques. Massivement toxique. Les statistiques estiment qu'on tue entre 1000 et 3000 milliards de poissons par an pour la consommation. Les animaux d'élevage, c'est pareil, la plupart vivent dans des situations absolument dramatiques. En fait, à part quelques rares animaux domestiques, la relation massive qu'on a avec les autres animaux, c'est soit de les dégager de leur territoire, soit de les tuer, quoi.
Donc ça serait travailler, essayer de faire changer les mentalités là-dessus, en partie la raison de mon taf d'ailleurs. Donc voilà, cet argent servirait à ça probablement. Essayer de faire un monde où on cohabite mieux. Dernière question, Sébastien. Pourquoi est-ce que tu fais de l'impro? Je pense que c'est une question de challenge personnel. C'est vraiment de ce point de vue-là, c'est-à-dire de pouvoir se prouver que même en situation... Enfin, moi, je suis un contrôle freak. J'ai besoin d'avoir le contrôle. C'est vraiment... c'est horrible. Et l'impro, c'est le fait de se dire, pendant ce moment-là, je m'autorise à arrêter de faire ça. C'est une espèce de truc comme ça, c'est-à-dire de réussir à me créer un cocon de... Parce que le fait de vouloir être tout le temps en contrôle, ça génère une anxiété hyper importante aussi. Et je pense que l'impro joue de... J'ai besoin de faire des choses qui me permettent de supprimer ce contrôle au maximum et de vivre de manière beaucoup plus spontanée, mais aussi d'être capable de me prouver que j'y arrive. Et puis d'un autre côté, j'aime bien toujours... quand j'ai quelque chose que j'aime bien tester, j'aime bien aller loin dessus. Donc il y a aussi le challenge personnel de se dire jusqu'où je peux monter, qu'est-ce que je peux réussir à faire. Par exemple, moi je suis un grand fan des spectacles qui peuvent être très complexes, qui vont avoir des structures narratives extrêmement compliquées, etc. Ça va être le genre de format qui va plutôt m'attirer. Typiquement, tu vois, des catchs d'impro, des trucs comme ça, c'est pas mon truc. Moi j'aime bien les choses très compliquées, très tordues, etc. Donc il va y avoir... c'est plusieurs choses qui se croisent en fait. Il n'y a pas une vraie raison fixe comme ça. Sébastien Moreau, merci beaucoup. Merci.